Un bébé, il peut créer jusqu'à 1 million de nouvelles connexions neuronales par seconde. Personne n'essayait de prendre la petite enfance comme un levier extraordinaire pour donner toutes leurs chances aux enfants qui en ont le moins au départ. Vous, maman ou papa, vous avez un trésor à donner à votre enfant. Ce sera toujours plus bénéfique, plus riche que ce qu'une vidéo ou une tablette peut lui donner. C'est pas seulement un sujet de femme, c'est pas seulement un sujet domestique. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, même les hommes. Bonjour Florent. Bonjour Aude. Florent, je vais vous présenter en quelques phrases. Vous avez une quarantaine d'années et après une voie toute tracée, lycée Henri IV, école normale supérieure, ENA, puis ministère des Finances, vous changez radicalement de voie et vous décidez de vous intéresser au langage des bébés. Oui, j'ai bien dit, le langage des bébés. Vous avez fondé l'association 1001 mots en 2017 et le principe de 1001 mots dont on va parler et qu'on va développer, c'est d'aider les parents ayant un petit budget à développer le langage de leur enfant dès le plus jeune âge, afin justement de combler ou de contribuer à combler ces inégalités. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire, enfant et adolescent ? Non, pas très bien. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les Jeux Olympiques. Donc à un moment, je me disais que je voulais être champion olympique de triple saut, mais c'est pas allé très loin. Par contre, j'avais une aspiration paternelle quand même forte, puisque moi, je viens d'une famille de hauts fonctionnaires. Mes deux grands-pères, ils étaient officiers, et mon père lui-même, il a fait l'ENA, il a travaillé ensuite au ministère de l'Emploi, au ministère de la Santé. Et j'admirais ce qu'il faisait, je voyais qu'il était sincèrement engagé. Je me disais que c'était une bonne façon d'essayer d'améliorer la société. Et donc, globalement, après, j'ai commencé par faire comme lui. Donc, des très belles études. Et puis, je suis rentré à l'ENA, à Bercy. Et bon, à 33 ans, là, Il s'est j'ai tout passé un lâché pour déclic. créer une Alors, association. ce qui vous intéressait aussi, c'était la philosophie, déjà très jeune, puisque vous avez fait une agrégation de philosophie. Qu'est-ce qui, dans la philosophie, vous attirait particulièrement et aujourd'hui peut-être encore vous inspire ? Alors oui, moi j'ai fait de la philosophie politique surtout. J'ai fait un mémoire, une recherche sur le droit au logement, les fondements philosophiques, les principes qui fondent le droit au logement. C'était juste après la loi sur le droit au logement opposable qu'avait fait voter Jacques Chirac en 2007. Pour moi, la philosophie, c'était beaucoup un moyen d'éclairer la société et de mieux comprendre comment prendre les bonnes décisions collectives. Et en fait, finalement, il s'est avéré que j'étais plus intéressé par l'action, le terrain et la vie concrète des personnes que par les idées. À 33 ans, vous avez tout d'un coup peut-être un déclic ou peut-être que c'est quelque chose qui mûrissait en vous. Vous travailliez à l'époque au ministère des Finances. Est-ce que ça vous intéressait ? Oui, beaucoup, oui, bien sûr. J'avais cette impression que il y a des grands problèmes dans la société et donc il faut essayer de faire quelque chose pour les résoudre. Mes parents, ils avaient plutôt vécu ça sur le mode de l'engagement bénévole. Moi, j'ai eu une enfance très aisée et donc mon père, voilà, il avait lui-même une carrière de haut fonctionnaire, mais il voulait pas se contenter de ça. Et au moment où je suis né, c'était aussi le moment où le chômage de masse explosait en France, donc au début des années 80. Et en fait, mes parents à ce moment-là, ils se sont dit que le chômage, c'était l'affaire de tous. Ils ont créé une association d'accompagnement des personnes loin de l'emploi pour les aider à reprendre confiance en eux et de cette façon retrouver le chemin Qui de l'emploi. s'appelle association qui Elle existe encore ? s'appelle Oui, tout à fait. Aujourd'hui, elle accompagne 4000 personnes par an. Ça s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC. Et moi, j'avais 1 an le jour de l'assemblée générale fondatrice de cette association. Donc vous aviez en vous quand même Ouais. familialement cette envie de vous engager de l'associatif. Exactement. Mais c'est un autre chemin que vous avez pris et donc vous vous êtes dit, vous étiez donc au ministère des Finances, vous avez dit il faut agir Voilà. pour Alors, autre chose. en fait, donc j'étais très content de travailler au ministère des Finances. En fait, j'avais choisi d'y aller pour travailler sur la négociation du budget pour les sans-abri, le budget du RSA, des allocations familiales. Je me disais, c'est un bon moyen de travailler sur ces sujets avec un angle d'amélioration des politiques publiques, de gain d'efficacité. Et donc c'était passionnant, c'était des gens de très, très grande qualité, des vraies responsabilités. Donc moi, je suis pas du tout comme Romain Duris dans L'Auberge espagnole, vous savez, qu'il arrive dans les grands couloirs de Bercy et il s'en va en courant parce que ça lui fait peur. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'assez vite quand même, j'ai vu que j'étais peut-être pas fait pour ce métier de fonctionnaire. Notamment parce que le cadre, en fait, était peut-être un peu trop contraignant pour moi. Et je m'en suis rendu compte déjà dès la scolarité à l'ENA, où j'ai fait un stage à Jérusalem, au consulat de France là-bas. Et donc je me souviens d'un soir où j'étais en mission dans la bande de Gaza, avec le consul général et quelques autres. Et donc on dînait ce soir-là. Et on entendait des fans de foot qui regardaient un match dans le café d'en face, de l'autre côté de la rue. Et moi, j'avais assez envie d'aller regarder le match avec eux.
Et donc à un moment, je me lève, je dis: voilà, je vais voir le match. Et là, je me prends une volée de bois vert de mon patron qui me dit: Non, mais c'est absolument interdit, on n'a pas le droit de se déplacer autrement qu'en voiture blindée, donc vous restez là. Bon, c'était déjà un moment où je me suis dit: bon, peut-être que le cadre quand même de l'administration, je vais pas y trouver ce goût de l'exploration et de la liberté que j'avais très fort. Assez vite à Bercy, je me suis rendu compte que je voulais un job avec plus d'impact concret sur la vie des personnes et plus de créativité et aussi plus d'engagement voilà, au service d'une cause qui était Alors, importante pour moi. quel a été le déclic? Quelques semaines après mon arrivée à Bercy, je vais rencontrer quelqu'un qui était passé par là, qui était sorti de l'ENA 3 ans avant moi, qui avait travaillé aussi à Bercy. Il avait travaillé sur le budget de l'éducation nationale et en fait, il s'était dit, en fait, ça c'est pas assez efficace. Et il avait créé une association sur l'apprentissage de la lecture pour, on va dire, révolutionner les méthodes d'apprentissage de la lecture en CP. Donc je vais le voir dans son bureau et il me dit, voilà, moi en fait, ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'est travailler aussi sur la petite enfance, vraiment avant l'entrée à l'école. Regarde, lis cette étude, une étude américaine exceptionnelle. Lis ça, vraiment, je te promets, il faut que tu regardes ça. C'est une étude donc où dans les années 70, des chercheurs américains accueillent dans une crèche pilote de très très haute qualité 50 enfants de familles très défavorisées. Et ensuite, ils comparent leur parcours avec 50 enfants exactement du même milieu social, avec un tirage au sort même, donc comme dans les essais cliniques, quelque chose de très rigoureux. Et il voit que rien que grâce à cet éveil du langage, ces premières années beaucoup plus riches et stimulantes, eh bien ces bébés, à la fin de l'école primaire, ils ont 2 fois plus de chances de maîtriser toute la lecture et les compétences de base. Et puis même à la fin, enfin au moment de leurs études, ils ont 2 fois plus de chances d'avoir un diplôme. Et même à 30 ans, ils ont 2 fois plus de chances d'avoir un bon job, rien que grâce à ces toutes premières années où ils ont eu un environnement beaucoup plus riche. Là, vous dites: «C'est ça que je veux faire, je Oui. lâche tout et je me lance Alors, là-dedans». j'ai pas tout lâché du jour au lendemain. Mais oui, ça a été un vrai déclic parce que, c'était extraordinaire cette promesse de, prendre à la racine, les potentiels problèmes, futurs. Et de l'autre côté, personne ne connaissait cette étude en France. Personne ne s'intéressait à cette approche. Vraiment dans les ministères que je fréquentais, il y avait uniquement quelques chercheurs qui connaissaient, ces résultats, cette approche. Mais sinon, personne, n'essayait de prendre la petite enfance comme, un levier extraordinaire pour donner, toutes leurs chances aux enfants qui en ont le moins au départ. Le cadre, ministériel, étatique ne vous a pas paru un bon levier? Parce que vous étiez vraiment au cœur de ces ministères. Vous auriez pu, demander, partir, secrétariat à la petite enfance, voilà, mais vous avez souhaité, heu, passer par la structure associative. Oui, bah, c'est vrai que c'est pas si facile, d'innover au sein des ministères, malgré, toutes les bonnes volontés. En plus, quand on est un jeune fonctionnaire, on demande quand même d'abord de bien faire tourner la machine. Heu, un jour au ministère, oui, je me souviens il y a eu des moments quand même frustrants parce que, par exemple, un soir, j'étais sorti tard parce que mon sous-directeur me demandait de refaire 3 fois le dossier pour un arrêté de nomination, qui était, quand même pas, capital. Mais voilà, il voulait que je change des virgules parce qu'il voulait prendre aucun risque. Ça arrivait de temps en temps et moi ça me convenait pas. Enfin, je me souviens ce soir-là, je suis sorti tard et puis là je me suis dit vraiment je veux pas rester dans ce cadre-là. Mais j'avais essayé quand même d'aller voir les administrations concernées, bah, notamment toute l'administration des allocations familiales. Mais il n'y avait pas du tout assez d'appétit pour quelque chose de complètement nouveau. Et puis pour essayer de le développer à grande échelle avec beaucoup d'ambition. Donc du coup, vous avez décidé de monter cette association, Mille et un mots, Ouais, en 2017. c'est ça. Donc ça a été un petit peu progressif et un jour, Mmh. vous vous êtes vraiment lancé. Tout à fait, oui, oui, ça a été en plusieurs temps. D'abord, j'ai commencé par visiter des crèches, parce que après le déclic intellectuel, il y a eu aussi le déclic des rencontres. Vraiment, j'ai rencontré des puéricultrices, des éducatrices, des orthophonistes, des métiers que je connaissais pas du tout, et des métiers de passionnés. Parce que vraiment, quand on choisit de travailler dans une crèche auprès des bébés, c'est parce qu'on a la passion. C'est pas pour la reconnaissance ou le prestige ou l'argent. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi et ce qui me semblait le plus central, c'était de travailler directement avec les parents. Et Mille et un mots donc est né comme ça, voilà, après quelques années, c'est un projet qu'on a lancé avec des chercheurs en neurosciences, en sciences cognitives, avec des orthophonistes et aussi des personnes du privé. Alors expliquez-nous ce qu'est Mille et un mots, après cette introduction et ce déclic. Eh bien, Mille et un mots, c'est le premier programme d'accompagnement
pour l'éveil du langage du bébé, pour des parents qui ont un petit budget, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc concrètement, le parent, il est inscrit, soit il s'inscrit après avoir reçu un email de sa CAF, soit c'est son pédiatre ou sa puéricultrice qui lui propose de s'inscrire dans les services publics de la PMI, la protection maternelle et infantile. Et ensuite, il va recevoir des appels réguliers d'une orthophoniste rémunérée par Milliarmo. Donc c'est comme un coaching personnalisé, un accompagnement où, voilà, pour écouter où est-ce qu'il en est avec son enfant et l'aider à aller plus loin dans l'éveil de son bébé. Et puis, en parallèle de ces appels, il reçoit aussi régulièrement des livres, des beaux livres neufs, directement dans la boîte aux lettres. Et puis, il reçoit aussi 3 SMS chaque semaine avec des idées, d'activités, de choses à faire avec son bébé. C'est un accompagnement qui est très personnalisé, qui est en effet très rapproché, mais en même temps très chaleureux, et puis qui est accessible puisque le parent n'a pas besoin d'aller dans un lieu physique pour participer. Ce système d'accompagnement personnalisé, Mm. d'envoi de SMS, de suivi, c'est assez innovant quand même. Oui, on s'est inspiré de programmes américains qui ont eu des forts résultats, notamment un programme de Stanford en Californie. C'est là où on a eu l'idée des SMS. Et puis, le coaching, c'est vrai que c'est une tendance très forte dans la société. De plus en plus de gens font des coachings sportifs ou pour le sommeil, enfin plein de sortes de choses. Mais c'est cher et donc c'est pas accessible aux gens qui n'ont pas les moyens. Et donc nous, finalement, c'est un coaching parental de très grande qualité, mais gratuit et accessible pour les parents qui n'ont pas les moyens. Et ce sont aussi ces parents dont les enfants, malheureusement, ont le plus de risques de ne pas bien s'en sortir ensuite à l'école. J'ai noté qu'un enfant de milieu populaire en moyenne connaît 500 mots à l'âge de 3 ans, alors qu'un enfant de milieu plus favorisé Connaît 1000 mots, c'est ça, connaît ouais. 1000 mots. Ouais. On a un système scolaire qui est le plus déterministe socialement en Europe. C'est-à-dire que on est le pays en Europe où le milieu familial détermine le plus les chances de réussite de l'enfant. Et du coup, nous, on veut inverser la façon de résoudre ça, c'est-à-dire pas juste améliorer l'école, mais en effet, améliorer ce qui se passe dans le milieu familial tout petit. Et donc, oui, parler avec un bébé, dès la naissance, en fait, on peut parler avec le bébé. Les recherches en neurosciences nous ont fait faire des pas de géants. Il y a 30 ans, on pensait encore que en fait, l'apprentissage du langage, ça commençait plutôt quand l'enfant avait 1 an, 2 ans, enfin au moment des premiers mots. Et aujourd'hui, des chercheurs comme Stanislas Dehaene, qui est un de nos meilleurs neuroscientifiques, ils ont montré que dès l'âge de 3 jours, un bébé, en fait, il est capable de reconnaître la langue qu'il a entendue dans le ventre de sa mère. Si on lui fait écouter d'autres langues qu'il n'a jamais entendues, eh bien, il ne va pas réagir du tout de la même façon. Donc, en fait, il est déjà câblé à 3 jours pour apprendre à comprendre la langue, enfin, emmagasiner plein de choses. Et on sait aussi qu'un bébé, il peut créer jusqu'à 1 million de nouvelles connexions neuronales par seconde. Et c'est vraiment jusqu'à l'âge de 2 ans où il y a le pic de création de connexions neuronales comme ça. Très très souvent, les parents n'imaginent pas que c'est déjà possible et bénéfique de parler si petit avec un bébé. Et puis, c'est aussi beaucoup le cas chez les familles qui ont moins de ressources, où très souvent, elles n'imaginent pas qu'on peut déjà parler avec un bébé de 6 mois ou 9 mois. Par exemple, je voyais une maman il y a 2 semaines. Elle nous disait, moi, avant, quand je donnais le bain, je me concentrais sur les gestes, pour qu'il soit bien en sécurité. Du coup, c'était un peu stressant pour moi, parce que j'étais très concentré là-dessus, mais je n'étais pas du tout en interaction avec le bébé. Et grâce à vos idées, à vos conseils, maintenant, je lui parle, je lui raconte ce que je fais. Voilà, je te déshabille, je te mets la jambe dans l'eau, etc. Et je vois que mon enfant me répond, me regarde, fait des sons, etc., des sourires. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus sympa pour moi, puisque je me sentais seul et en fait, maintenant, on est 2. Et c'est un vrai moment d'échange, de plaisir, de partage. À quel âge un enfant prononce ses premiers mots en moyenne? Oui, alors en moyenne, bah, c'est autour de l'âge de 12 mois, 12 mois, 14 mois à peu près. Et quels sont les premiers sons qu'il prononce? En fait, les tout premiers sons, c'est plutôt des vocalisations. Alors moi-même, j'ai une petite fille de 4 mois à la maison, donc je suis en plein dedans. Donc ça va plutôt être des choses comme arre, et puis des choses comme ça. Et puis les premiers sons qui ressemblent à des syllabes, c'est plutôt autour de 6-7 mois. Là, c'est vraiment donc du babillage, c'est bab, bab, ba, pa, pa, pa. Quel est c'est assez intuitif, mais quel est l'apport du livre sur l'enfant? Il y a plein de parents qui font une énorme confiance en les écrans pour l'apprentissage de leur bébé. Je pense par exemple à une maman donc, qui s'appelle Oksana. Quand elle avait rencontré notre association, son garçon, il avait 2 ans.
et il regardait des écrans 3 heures, 4 heures par jour. Et c'est beaucoup parce que sa maman le mettait devant des comptines éducatives ou dites éducatives sur YouTube Kids. Et elle se disait, c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus moderne, de plus. Voilà, c'est fait pour les bébés. Et donc, et à 2 ans, ce garçon, il ne parlait pas encore. Mais sa maman, elle nous disait, mais par contre, il dit déjà des nombres en anglais. Il dit 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parce qu'il a vu des comptines éducatives. Et des parents comme ça, on en voit vraiment des milliers. Et de l'autre côté, elle n'avait jamais montré de livre à son garçon. Parce qu'en fait, personne ne faisait ça autour d'elle. C'était pas le standard. Et puis, elle n'aurait pas su comment le choisir. Et donc, quel est l'apport du livre? En fait, le problème de l'écran, c'est que l'enfant, il est passif. En tout cas, le bébé, un enfant de 1 an, 2 ans, il est passif. Alors, il est captivé, mais il va pas être actif, faire des tentatives. Et ce que nous montrent les recherches en neurosciences, c'est que pour qu'un bébé apprenne, il faut non seulement qu'il soit attentif, mais il faut qu'il fasse des tentatives, des essais. Et puis, il faut qu'il y ait une interaction avec l'adulte, qu'il y ait un retour. Donc, typiquement, un enfant qui commence à pointer, on peut lui demander, est-ce que tu peux me montrer l'éléphant? Donc là, l'enfant va essayer. Alors peut-être au début, il va montrer, je sais pas quoi, le soleil. Et donc il fait une tentative. Et puis là, l'adulte peut lui dire, ah, tu m'as montré le soleil, mais regarde, l'éléphant, il est là. Et c'est ce qu'on appelle en sciences cognitives le retour sur erreur. Donc, c'est un peu barbare, mais c'est pour donner à l'enfant le bon modèle. Et pareil, quand il commence à parler, est-ce que tu sais comment il s'appelle cet animal? Et là, au début, il va peut-être dire l'éléphant. Et là, on va lui dire oui, c'est l'éléphant. Et là, on lui donne le bon modèle. Et comme ça, petit à petit, il va apprendre à bien prononcer le mot. Et donc, en fait, voilà, le livre, c'est un support extraordinaire d'interaction parent-enfant et voilà, finalement de conversation, d'échange. Et c'est uniquement dans cette interaction que l'enfant va apprendre. Et donc la famille reçoit des livres tous les ans, plusieurs livres par an. Comment ça se Oui, passe? c'est 6 livres au total sur l'année. Donc, plutôt un tous les 2 mois. Toujours des beaux livres, neufs, choisis selon l'âge de l'enfant. Et puis, avec une progression aussi. Depuis des livres qui sont plutôt comme des jouets. Vous voyez, que celui-là, on le met dans le bain, qui est incassable, jusqu'à des livres d'histoire. Il y a aussi des livres sonores, comme celui-là, où, vous voyez, on appuie sur le bouton, et on a le bruit du canard, complètement irrésistible. J'ai jamais rencontré de parent qui n'a pas envie de s'amuser avec son bébé quand il entend le bruit du canard ou du cochon. Et voilà, donc c'est tout un parcours autour des livres. Vous parliez de cette maman, Oksana, Mm. tout à l'heure. Est-ce que quels sont les retours Oui. des familles? Quand son garçon a reçu le premier livre de 1001 mots, elle a vu qu'il avait un énorme coup de cœur pour ce livre. Et elle nous a dit plus tard, il voulait plus se coucher sans le mettre sous son oreiller. Il voulait plus prendre ses repas sans le garder posé à côté de lui. Donc c'était un peu comme son nouveau doudou. Et puis donc elle s'est mise à le regarder avec lui tous les jours. Et puis c'était un grand imagier avec plein d'animaux notamment. Et elle nous a dit, mais j'ai vu une explosion de son vocabulaire. Enfin, tout d'un coup, il s'est mis à dire plein de mots. Et c'était beaucoup des noms d'animaux qu'il voyait dans cet imagier. Et donc, elle a vu l'énorme impact que ça faisait. Et elle s'est mise aussi à lui en acheter. 8 mois après le début, il est rentré à l'école maternelle. Et à ce moment-là, elle nous a dit, maintenant, les livres, c'est toute sa vie. Alors qu'il n'en avait jamais eu un dans les mains encore 8 mois avant. Et donc ça, ces retours, voilà, on a énormément de retours comme ça, très forts, de parents qui disent, je me suis mis à lui parler beaucoup, très petit, je me suis mis à regarder des livres avec lui, et je vois que maintenant, il fait des belles phrases, mes copines autour de moi sont impressionnées de voir comme il parle bien à 2 ans, 2 ans et demi, et j'ai plein d'éloges de l'enseignante à l'entrée en petite section. Vous suivez les enfants ensuite ou les familles après l'entrée en primaire, en maternelle? On les suit avec des entretiens qualitatifs. Et puis sinon, on a aussi fait différentes évaluations scientifiques à grande échelle. En ce moment, on est en train de terminer la plus grande étude scientifique menée sur l'impact des habitudes des parents sur le langage de leur enfant. Donc c'est sur 600 bébés, 300 qui ont fait tout le parcours de 1001 mots et 300 qui ont été dans un groupe témoin similaire. Et donc pour l'instant, on les suit plutôt avant l'entrée à l'école, jusqu'à l'âge de 2 ans et quelques. Et ce qu'on voit donc avec cette grande étude, on a des résultats encore préliminaires, c'est que ça réduit fortement, notre parcours réduit fortement le risque de retard de langage chez ces bébés. Donc c'est dans notre ADN l'évaluation scientifique et on a des forts résultats là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aspirez d'aller dans les crèches? On travaille déjà dans certaines crèches, à Lyon notamment,
ou à Paris. Donc on est très content de ces partenariats. Mais c'est vrai que c'est pas notre priorité. Bon, la première raison, c'est que, il y a malheureusement pas beaucoup d'enfants dans les crèches. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la population, c'est moins de 20 des bébés, dont le mode de garde principal est la crèche. Et en plus, ce chiffre, il est beaucoup plus faible pour les familles qui ont des faibles revenus. C'est 5 seulement des bébés, dans les familles les moins favorisées, qui sont gardés principalement en crèche. Une crèche, aujourd'hui en France, ça coûte 15 à 20 000 € en coût complet pour un enfant, une place. Et on a aussi des gros, problèmes de pénurie de professionnels, donc on n'arrive plus aujourd'hui à développer plus les crèches. Et à l'inverse, la stratégie d'aller, directement, voir les parents, finalement, elle est beaucoup moins coûteuse. Nous, notre programme, il coûte, moins de 400 € pour, un enfant à une année. Et puis c'est un investissement très profond parce qu'en fait, le parent, il va être là toute la vie avec l'enfant. Et puis on enrichit aussi beaucoup la relation parent-enfant. Parce que finalement, on parlait des écrans tout à l'heure. Bah, nous, notre principal message pour les parents, c'est pas que l'écran il est dangereux, mais c'est que vous, maman ou papa, vous avez un trésor à donner à votre enfant. Ce sera toujours plus bénéfique, plus riche que ce qu'une vidéo ou une tablette peut lui donner. Voyez? Et c'est un message de valorisation du parent aussi. En fait, de valorisation de son rôle. C'est-à-dire dire, beaucoup de parents disent: «Mais juste faire des petits jeux comme ça, ça peut pas être mieux que la tablette, les meilleures vidéos», vous voyez? Et en fait, on leur dit: «Non, en fait, ces moments que vous passez avec votre bébé, c'est ça qui va être déterminant pour lui, pour son apprentissage, son équilibre». Et donc ça, franchement, je pense que c'est une des choses qui me tient le plus à cœur dans ce projet, en fait, c'est d'aider chaque parent, aussi à révéler, son génie de parent. Parce que nous, on révèle le génie des bébés, mais aussi le génie de tous les parents. Vous parliez de maman. Est-ce que vous avez des contacts avec les papas également? Oui, nous, il y a, 1/3 des familles participantes où le papa reçoit aussi les SMS qu'on envoie. Et puis parfois, on a aussi le papa, au téléphone. Donc oui, oui, pour nous, c'est essentiel. Et clairement, on est dans une époque où les papas, prennent une place, bien plus grande dans l'éveil des bébés. Enfin, c'est aussi une partie, quand même du message finalement de mon parcours. C'est que, les bébés, c'est pas seulement un sujet, de femmes, c'est pas seulement un sujet domestique. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, même les hommes. Vous-même, vous me disiez, hors micro, que vous avez 3 enfants, donc votre dernière qui a 4 mois. Vous avez appris des choses, grâce à Mille et un mots, grâce aux neurosciences et vous les avez, heu, pas expérimenté, c'est un mauvais terme, mais utilisées avec Si, vos enfants? oui, oui, énormément de choses. Parce que, par exemple, quand notre fille aînée a eu 2 ans, bah, comme tous les bébés, elle s'est mise à faire des crises de colère assez soudainement. Et moi, j'étais complètement désarçonné, au départ. Je pense comme plein de parents, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire?» Souvent, les parents se sentent seuls aussi parce que, bah, leurs propres parents sont plus loin, il y a plus de distance, d'isolement dans les grandes villes, donc souvent on ne sait pas très bien quoi faire. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que donc Mille et un mots, a plein de conseils et de contenus sur, justement comment, faire face aux colères de l'enfant. Et donc moi, ce que j'ai appris tout simplement, bah, c'est déjà raconter, ce que l'enfant vit. Moi, j'ai des enfants assez gourmands, donc souvent c'était, «Oui, bah, tu es très en colère parce que tu aurais voulu un quatrième gâteau, mais non, ça n'est pas possible». Et souvent l'enfant déjà se sent compris, quand, voilà, on a pu nommer la cause de la colère. Donc très souvent l'enfant dit: «Oui, c'est pour ça». Déjà, ça désamorce pas mal de choses. Et puis ensuite, bah, de pouvoir, nommer ses émotions, lui dire: «Oui, voilà, tu es en colère, oui, tu as eu peur, parce que tu es tombé, par terre», donc moi, j'ai appris tout ça grâce à Mille et un mots, et c'est très, très bénéfique pour l'enfant parce que, d'abord, il va pouvoir prendre conscience de ses émotions, et ensuite ça va l'aider à mieux les réguler, les maîtriser, et ça, c'est un apprentissage pour tout le reste de la vie. Votre rêve, prochain, c'est de développer Mille et un mots et Oui, de toucher le plus de parents possible? ouais, tout à fait. Nous, notre but, c'est d'être présent, dans la majorité des départements en France. Et puis, en nombre d'enfants, ben, depuis le début, on a déjà éveillé, 30 000 bébés, on a le cap, c'est déjà de doubler ce chiffre en cumulé, sur les 3 prochaines années. Et puis, à moyen long terme, ben, on aimerait bien, accompagner la majorité des bébés dans les familles, qui ont, un petit budget. Et donc ça représenterait, 100 000 bébés. Voilà, c'est un chemin qui est pas, facile, hein, on cherche le bon chemin pour y arriver. Mais oui, on sait que cet accompagnement, il est à la fois très personnalisé et accessible partout en France. Et donc c'est pour ça qu'on sait qu'on peut le déployer au plan opérationnel, on peut le déployer à grande échelle, c'est faisable. Mmh.
Merci beaucoup, Florent. On va passer à une dernière partie de notre entretien, un peu plus, des questions un peu plus rapides et des réponses un peu plus rapides. Si vous deviez résumer d'un mot votre engagement, ce serait? Eh ben, ce serait, peut-être l'enthousiasme. Heu, mmh, Quel est généralement le premier mot que prononce un bébé? c'est souvent papa, maman, À quel moment vous êtes-vous senti le plus utile? oh, quand même clairement, en créant et en développant Mille et un mots, ouais, il y a pas de doute. De quoi le monde manque-t-il le plus? Bah, peut-être de liens de confiance, ces liens entre les parents et leurs bébés et puis aussi ces liens entre, nos orthophonistes et les parents. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Pas je dirais pas d'abord de bonnes intelligences artificielles, mais plutôt de liens forts et de qualité. Et quel est votre prochain rêve? De passer à l'échelle, cette solution qui fait une énorme différence pour les bébés et puis je dirais aussi que toute la société change de regard sur les bébés. Souvent les bébés, ils sont encore déconsidérés. On se dit: «Ils parlent pas encore, ils peuvent pas faire entendre leur voix». Nous, on est un petit peu comme le lobby des bébés, vous voyez? Ils peuvent pas, manifester eux-mêmes pour faire entendre leur voix. Donc nous, on veut faire entendre leur voix et ouais, je pense que c'est une question de tout le regard de la société. Je pense que c'est rare encore les vous voyez, les puissants, les présidents de la République qui s'intéressent vraiment à l'éveil des bébés. Merci beaucoup, Florent de Bodman. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'association Mille et un mots qui apporte le langage aux tout petits. À bientôt. Merci Aude, à bientôt.